et bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons aborder le sujet de la fatigue et les jeunes, quels effets sur la conduite. Alors avec Michael Bossy de l'entreprise DECRA et moi-même, donc Evelyne Antony de la Massif, nous sommes membres du club entreprise sécurité routière du Rhône et nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pascal Assailly, dont la renommée n'est plus à faire pour aborder ce sujet. Alors, Jean-Pascal, vous êtes à la fois psychologue, chercheur à l'université Gustave Eiffel et expert pour le Conseil national sécurité routière, CNSR. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Alors, je vois que... Michael. Vas-y, Michael. Okay. On a constaté que la fatigue est un élément accidentogène chez les jeunes conducteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors je vois deux grandes raisons en fait. Parce qu'effectivement, d'abord on pense que c'est très important entre 15 et 25 ans, mais on n'a pas des données aussi précises que pour l'alcool et la vitesse ou le téléphone. Et pourquoi c'est pas si précis ? C'est tout simplement effectivement que on n'a pas tout cet appareillage du contrôle sanction qui essaie de détecter les choses, de les mesurer, de les punir. Donc, si vous voulez, sur la vitesse, l'alcool, le cannabis, le téléphone, on sait beaucoup de choses parce que ces choses-là, on les a déclarées illégales sur la route. Or, il n'est pas illégal d'être fatigué. Et à la limite, des fois, le sujet lui-même le sent pas beaucoup. Aucun policier serait capable de voir que quelqu'un est fatigué. Il n'y a pas d'appareil de mesure, voilà, comme des radars ou des éthylomètres, etc. Donc, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de contrôle sanction. Donc, il ne peut pas y avoir de dissuasion, il ne peut pas y avoir tout un système de punition, etc. pour modifier les comportements. Ce sont aux gens à gérer eux-mêmes leur fatigue, dans le sens effectivement où c'est très différent des autres grands facteurs qui altèrent notre comportement de conduite. Et malheureusement, chacun de nous, il n'est pas toujours un bon juge de son propre état de fatigue, et donc personne ne va l'aider pour ça en fait. Donc ça, c'est la première raison, c'est l'absence de contrôle sanction et effectivement dû au caractère du comportement. La deuxième raison, un peu plus spécifique entre 15 et 25 ans, c'est qu'on sait que c'est une période de la vie où il y a énormément de dettes de sommeil. C'est-à-dire que chaque soir, de par les styles de vie, parce que les étudiants veulent concilier études et loisirs, les jeunes travailleurs veulent concilier travail et loisirs, eh bien on prend un peu sur le sommeil. C'est-à-dire que s'il manque 1 ou 2 heures, on se lève le matin quand même et on va à l'université ou on va au travail. Mais on n'a pas dormi, on n'a pas son compte. Voilà. Alors quand il s'agit juste de s'asseoir derrière un bureau, c'est pas si grave. Mais évidemment, on sait bien que ces dettes de sommeil finissent par s'accumuler et peuvent très bien avoir un effet très important sur la route. Prenons un scénario d'accident mortel typique de jeunes entre 15 et 25 ans, un retour le samedi soir d'événements festifs à 5 heures du matin où on a éventuellement un peu bu, où il y a l'obscurité, où on a pu danser toute la nuit. Eh bien, toutes ces heures qu'on manquait dans la semaine, ces heures de sommeil qu'on n'a pas eues, elles peuvent très bien venir là, effectivement, brutalement créer un endormissement très, très fugace, très rapide. Mais même quelques secondes, nous, ce qu'on voit bien, c'est que ce qu'on appelle ensuite la perte de contrôle en courbe, où la voiture ne tourne pas, mais elle va aller effectivement s'encastrer dans un pylône ou un platane ou un mur, eh bien, c'est un effet de ces endormissements. Ces endormissements de quelques secondes sont créés par cette dette de sommeil qui s'est accumulée tout au long de la semaine. Donc ça, c'est un premier problème, effectivement, sur lequel il faudrait travailler avec des approches, bien sûr, évidemment, qui ne peuvent pas être répressives, mais qui ne peuvent être qu'éducatives et préventives, sur améliorer le sommeil toute la semaine. Ensuite, il y a des aspects aussi, je dirais, un peu neurobiologiques, qui ont trait à la façon dont fonctionne le cerveau entre 15 et 25 ans. On pensait que 15-16 ans, le cerveau était terminé, qu'il n'y avait plus rien qui se passait ensuite structurellement dans l'évolution de notre cerveau. Et on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. La neurobiologie a fait énormément de progrès.
Et elle nous montre bien effectivement comment, d'une part, cette dette de sommeil, eh bien, elle est effectivement créée entre 15 et 25 ans par des dysfonctionnements de la glande pinéale qui produit la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone que nous sécrétons pour provoquer le besoin d'endormissement. Voilà. Et donc, effectivement, plus un jeune va veiller avec des écrans le soir tard, plus ça retarde la sécrétion de mélatonine par cette glande. Et donc, plus effectivement, il ne sentira pas le besoin de sommeil. Voilà. Donc ça va ajouter à la dette, évidemment. Et la deuxième raison, c'est sur la question des prises de décision. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui qu'effectivement, le gros problème entre 15 et 25 ans, c'est qu'on a un système qui est totalement terminé, qui est le système de récompense, c'est-à-dire le système, les aires de notre cerveau qui sécrètent la dopamine en réaction au plaisir que l'on peut tirer de l'alcool, du cannabis, du sexe, du chocolat, de tout ce que vous voulez. Et ce système-là, il démarre dès la puberté, parce que la testostérone, effectivement, allume ce système de récompense en inondant de dopamine, qui est l'hormone du bien-être, ces structures. Mais que par contre, malheureusement, jusqu'à 22, 23, 24 ans, eh bien, dans notre cerveau, il y a une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est en charge des fonctions exécutives. Et c'est ces fonctions, ces aires qui sont en charge du contrôle cognitif des décisions, notamment des décisions en matière de plaisir. C'est-à-dire, effectivement, eh bien, dans une soirée, si je dois rentrer en voiture, est-ce que je suis bien capable de peser tous les avantages et inconvénients d'un choix, de savoir avec qui je vais rentrer, dans quel état est le conducteur qui va me ramener, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre comme comportement alternatif pour pas trop être en danger. Et ça, c'est vraiment le travail des aires du cortex préfrontal. Or, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que jusqu'à 22-23 ans, les chaînes synaptiques qui relient les aires préfrontales, qui contrôlent nos décisions, aux aires du système de récompense ne sont pas encore fonctionnelles parce qu'elles ne sont pas myélinisées. Donc, les deux systèmes fonctionnent beaucoup trop en autonomie. Et donc, ça veut dire que jusqu'à 22-23 ans, eh bien, on va dire, le cognitif ne peut pas complètement contrôler l'affectif et le motivationnel, parce que chaque système fonctionne en autonomie. Donc, les adolescents doivent, jusqu'à 25 ans, on va dire jusqu'à 22-23 ans, les sujets doivent prendre des décisions importantes en matière de risque et de sécurité. Rapidement, leur cerveau n'est pas bien préparé à faire ça, et donc la fatigue, là, vient justement comme un facteur de risque, c'est-à-dire en plus fatigué, eh bien des mauvaises décisions peuvent être prises. C'est une fatigue qui semble générationnelle. Alors, il y a évidemment un deuxième aspect qui est l'aspect de génération, parce que, je veux dire, depuis les débuts de l'humanité, ça a bien pu arriver aux hommes d'être fatigués. Hein. Quand nos arrière-grands-parents travaillaient 12 heures par jour ou 15 heures par jour, on peut bien deviner qu'ils étaient fatigués. Ce qui est quand même assez particulier, effectivement, des générations d'aujourd'hui, c'est les styles de vie, et notamment une question qui préoccupe de plus en plus les psychologues et les pédagogues, c'est bien sûr la question des écrans. C'est que effectivement, les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans. Ça démarre très tôt, puisqu'on estime que déjà à 2-3 ans, on est peut-être à 1 heure par jour ou 2 heures par jour. Bon. Et donc, quand on arrive entre 15 et 25 ans, on atteint 6 ou 7 heures par jour sur les écrans. Donc là, on a tout un tas d'effets négatifs provoqués par les écrans. Celui déjà évoqué, notamment de la lumière bleue qui va effectivement supprimer le sentiment de fatigue et d'endormissement, en bloquant la sécrétion de mélatonine. Mais plus généralement, évidemment, bien sûr, toute la fatigue qui va résulter de ce temps d'écran qui est pris sur le temps de sommeil, en fait. Voilà. Alors ce temps d'écran, il n'est pas pris que sur le temps de sommeil, il est aussi pris sur le temps d'exercice physique. Donc ça va créer aussi des problèmes de surpoids, qui vont finir par aussi générer des problèmes d'anxiété, de dépression, d'abus de substances psychoactives. Mais bon, voilà, disons que il ne s'agit pas de condamner les écrans qui peuvent avoir aussi des effets positifs, mais sans contrôle et surtout sans contrôle pendant des heures avancées de la nuit, il est certain que l'utilisation abusive d'écran va être très très liée à des effets assez négatifs de la fatigue. Alors, ensuite, il y a une
peut-être un facteur un petit peu plus particulier à ce qu'on vient de traverser avec l'épidémie de Covid, c'est la question de notre rapport au temps, qui est qu'effectivement, la fatigue peut venir aussi du fait qu'aujourd'hui, jeunes comme adultes, tout le monde rapporte toujours le fait de manquer de temps. Donc il y a quelque chose là qui est assez subjectif finalement, parce que par rapport à nos grands-parents qui travaillaient beaucoup plus que nous, qui avaient quasiment pas de vacances, qui n'avaient pas tous les appareils pour nous faciliter le travail domestique, eh bien ils n'avaient pas l'impression de manquer de temps autant que nous. Et donc maintenant, beaucoup de jeunes, ils ont un peu des agendas de ministres, quoi, hein, où ils n'arrêtent pas de courir du temps passé aux études, au football, à la guitare, etc. Et donc le fait de courir sans arrêt après le temps peut être un facteur de fatigue aussi. Et donc là, l'épidémie de Covid, effectivement, elle a mis en pause cet état de mobilité permanente. Et donc, pour certains, ça a été positif, et pour d'autres, non, parce qu'effectivement, quand on arrête le temps, pour certains, va apparaître le phénomène de l'ennui, et que l'ennui est difficilement gérable par beaucoup de gens dans ce qui est devenu notre société. Les gens ne savent plus s'ennuyer. Donc, il y a cet aspect-là. Et enfin, je dirais, dans la fatigue, bien sûr, il y a aussi la question ensuite des modes de mobilité que l'on emploie pour rentrer chez soi. C'est-à-dire que la question de la sécurité routière, maintenant, du fait des enjeux de développement durable, est devenue quand même assez appariée avec le travail sur les mobilités. Comment est-ce qu'on se déplace pour nos différents déplacements liés au travail, au loisir? Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que finalement, quel que soit le facteur de risque, hein, c'est-à-dire, on va dire, pour la même dose de vitesse ou la même dose d'alcool ou la même dose de fatigue, tout dépend effectivement comment vous allez rentrer chez vous. Parce qu'il est bien évident qu'un jeune qui va utiliser un mode doux comme rentrer ensuite en tram ou en bus, ou peut-être même en trottinette, courira moins de risques qu'un jeune qui va prendre le volant avec la même dose d'alcool, de cannabis ou de fatigue. Donc là, il y a aussi un travail qui est devenu assez important maintenant sur les mobilités, parce que on sait bien qu'on peut jouer sur le risque simplement en jouant sur la manière dont les gens se déplacent. Très bien. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Pascal, parce qu'effectivement, on a bien noté tous ces éléments, hein, facteurs neurobiologiques, dette de sommeil, écran, rapport au temps, gestion du mode de déplacement, tous ces éléments très instructifs qui vont permettre, en tout cas à tous, peut-être de poursuivre. Merci à tous également de nous avoir suivis. Et puis, je crois qu'il est temps maintenant de se souhaiter bonne route et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.